Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débriefing. Chez François, nous avons interrogé plus de 500 médecins, conseillers juridiques, scientifiques, dans le monde entier depuis le début de la pandémie de Covid. Nous avons interviewé des personnes telles que Robert Kennedy, Jay Bhattacharya, Robert Malone, Ron Johnson, des Américains qui ont influencé et qui avaient un discours scientifique qui a été invisibilisé. Et l'intention derrière cette approche est que le discours scientifique a besoin d'un forum où les gens peuvent réellement entendre ce que ces personnes ont à dire. Et que les gens peuvent entendre ce qu'ils ont à dire, malgré tout ce que les médias disent à leur sujet. Aujourd'hui, nous allons, dans cette émission, et je lui suis vraiment très reconnaissant de s'être rendu disponible, recevoir le professeur Wafik El-Dery. C'est un médecin et un scientifique émérite, un expert médical, oncologue, de l'Université Brown. Il a plusieurs découvertes à son actif dans le domaine de la recherche pharmaceutique, plusieurs publications scientifiques, plus de 100 000 citations, 108 000 exactement, et il participe à cette émission pour parler de son travail, de ses recherches, mais aussi de ce qu'il a dû endurer en termes de censure, ce qu'il a dû endurer en termes de harcèlement. Veuillez donc accueillir chaleureusement le professeur El-Dery. Bonjour professeur, et merci beaucoup. J'ai fait une brève introduction. Évidemment, vous êtes très connu aux États-Unis. Je dirais moins connu en Europe, mais votre travail a été beaucoup cité. Si vous pouviez le dire avec vos propres mots, quelles ont été les découvertes, la manière dont vous traitez vos patients, votre conception de la science, à titre d'introduction, cela serait vraiment apprécié. Oui, merci Xavier de m'avoir invité dans votre émission. Je m'appelle Wafik El-Dery, je suis médecin-chercheur en exercice et je dirige le Legoretta Cancer Center à l'Université Brown, où je suis également vice-doyen de la faculté de médecine. Je porte plusieurs casquettes. J'ai une consultation hebdomadaire. Ma pratique concerne le traitement des patients atteints de cancer colorectal, mais je m'intéresse également à l'oncologie de précision, domaine dans lequel je me suis spécialisée. Depuis 2 ans, je suis président du consortium international sur l'oncologie de précision, qui est en fait une organisation originaire de Paris, entre le leadership de Gustave Roussy et du MD Anderson Cancer Center, il y a 16 ans, et continue encore aujourd'hui à se développer et à essayer d'avoir un impact sur la manière dont les patients atteints d'un cancer avancé sont traités, à l'aide des dernières avancées dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans les thérapies ciblées et la génomique fonctionnelle, ainsi que la médecine de précision fonctionnelle. C'est donc un domaine passionnant. Je dirais que dans le domaine de la recherche, il y a 2 ou 3 choses pour lesquelles je suis bien connu. L'une d'entre elles est d'avoir découvert un gène il y a maintenant plus de 30 ans, quand j'étais à Johns Hopkins, qui porte le nom de WAF1, qui a une certaine similitude avec mon prénom. Personne ne se souciait de la façon dont vous appeliez un gène au début des années 90, mais celui-ci s'est avéré important. Il est activé par un suppresseur de tumeur appelé P53, lorsque nos cellules sont stressées ou endommagées. Cela fait désormais partie intégrale de notre manière de comprendre comment les cellules cessent de se diviser pour réparer les dommages et éviter de se transformer en cancer dans notre corps normalement. Pendant plusieurs années, j'ai pensé que ce serait la chose la plus importante que je n'aurais jamais réalisée, ce qui pouvait sembler déprimant en tant que membre du corps enseignant pendant des années à l'Université de Pennsylvanie. Mais comme je suis oncologue médical, je me suis intéressée à savoir comment détruire les cellules tumorales. Que pouvons-nous faire pour les tuer ? Et que pouvons-nous apprendre sur le fonctionnement du suppresseur de tumeur avec l'activation du P53 qui tue les cellules tumorales, en particulier après le traitement avec une radiothérapie ou une chimiothérapie. Et c'est ainsi que je me suis intéressée au système immunitaire inné, car mon laboratoire a réussi à établir un lien entre la réponse du suppresseur de tumeur P53 et la réponse
après la chimiothérapie et la radiothérapie, à ce qu'on appelle un récepteur de mort. Et les récepteurs de mort sont induits dans les cellules des tumeurs, et nos cellules tueuses naturelles détruisent les cellules tumorales, en partie grâce à la signalisation via ces récepteurs de mort cellulaire. Et au fil des années, je voulais pouvoir activer ce système immunitaire inné de l'hôte. Nous avons donc effectué des dépistages afin de réguler à la hausse cette voie des récepteurs de mort cellulaire avec une petite molécule indépendamment de P53, car le gène P53 est souvent muté dans le cancer. Et c'est ainsi que nous avons découvert un médicament, une petite molécule appelée Trail Inducing, numéro 10, il y a environ 18 ans. Et ce médicament porte le nom d'ANC 201, dordaviprone, et a récemment été approuvé par la Food and Drug Administration américaine comme le premier traitement ciblé pour une tumeur cérébrale agressive, gliome médian diffus, qui porte une mutation dans le gène H3K27. Il existe une mutation qui touche les enfants et les adultes atteints de cette maladie, qui est un cancer très agressif. Et le médicament a fait une différence dans leur survie et a été approuvé. Je ne me suis donc pas réveillée un jour en me disant « je vais découvrir un médicament pour traiter le cancer du cerveau chez l'être humain ». Mais c'est ce que j'ai trouvé et vécu. Nous savions qu'il était efficace contre le cancer du cerveau, mais aussi qu'il fonctionnait dans plusieurs autres tumeurs. Et donc cela fait maintenant au moins 10 ans que nous nous posons des questions. Pourquoi cela s'est-il passé ainsi ? Et comment pouvons-nous améliorer l'efficacité de ce médicament et des médicaments apparentés, et pas seulement dans le cancer du cerveau, mais aussi dans d'autres types de tumeurs. Je dirais donc que lorsque la pandémie de Covid a commencé, quelque chose a commencé à se produire aux États-Unis et peut-être ailleurs dans le monde, où dans les universités, nous entendions des propos tels que la recherche n'est pas essentielle. Et en tant que médecin-chercheur en exercice, je n'ai pas aimé entendre cela parce que j'ai ressenti comme, il y a un problème mondial. Nous avons tous des connaissances et de l'expertise, et nous pouvons peut-être faire quelque chose pour aider. À l'époque, l'université Brown distribuait ces petites subventions pour mener des recherches sur le Covid. Et j'ai vu cela comme une occasion d'apporter ma contribution, mais aussi franchement pour que mon laboratoire reste ouvert et ne ferme pas. Et parce que nous avons une expertise dans le système immunitaire inné de l'hôte et les cytokines et les réponses immunitaires, j'ai pensé que peut-être pourrions-nous apprendre quelque chose sur la gravité du Covid en mesurant certains paramètres dans le sang. Et peut-être grâce à notre expertise en biologie moléculaire et à notre expertise avec des médicaments approuvés par la FDA, nous pourrions peut-être apprendre quelques informations sur les médicaments ou les classes de médicaments qui peuvent supprimer l'infection. Nous avons découvert un effet de classe médicamenteuse avec les inhibiteurs de MEK utilisés pour traiter le cancer. Toute la classe des inhibiteurs de MEK régule à la baisse l'expression de l'ACE2, et cela réduirait la capacité du virus, du Covid, à infecter les cellules humaines. Et à l'époque, nous avions également remarqué que le remdesivir augmentait la CO2, et nous voulions faire quelque chose avec ça. Nous avons publié cette première version d'observation durant l'été 2020. Tout s'est donc passé très vite et très tôt. Mais à la fin de l'année 2020, nous disposions de vaccins. Le monde était maintenant prêt à passer à autre chose. Et il y avait beaucoup moins d'intérêt dans certaines de ces autres approches. Je dois dire qu'en tant que médecin qui avait à prendre soin des patients à ce moment-là, j'étais très heureux lorsque ces vaccins sont sortis. On m'a accusé d'être anti-vax, etc. Je pense que les vaccins ont des avantages, mais ils comportent également des risques.
Et dans le cas des vaccins ARNM, il s'agissait d'une nouvelle stratégie vaccinale qui se frayait un chemin en population humaine. Je dirais que dès le début, en mars et avril 2020, lorsque nous planifions nos expériences sur la gravité du Covid, en tant que biologiste spécialisé dans le cancer et en tant qu'expert en matière de cancer, de son développement et de sa dissémination, ainsi que dans le traitement des cancers, je me suis intéressée à la question de savoir si le virus du Covid a des effets sur l'organisme et les défenses de l'hôte contre le cancer. Il est donc bien connu que les virus provoquent le cancer. Il existe des exemples très bien établis. Il existe d'autres exemples controversés, mais cela ne m'a pas été très difficile de trouver, avec ce que nous savions sur la protéine Spike, de comprendre si la Spike ou d'autres protéines codées par le SARS-CoV-2 pourraient affecter des protéines cellulaires qui participent à la suppression du cancer. Il existe de très bons exemples avec le papillomavirus humain qui supprime P53 et le produit du gène RB. J'étudie le P53 depuis plus de 30 ans et nous disposons des outils nécessaires pour interroger la fonction de P53 dans les cellules humaines, y compris après exposition à la chimiothérapie. Et j'ai donc pensé que c'était des expériences que nous pouvions faire. Nous pouvions exprimer Spike dans des cellules humaines. Nous pouvions examiner le statut fonctionnel du gène P53 et les conséquences. Et nous avions prévu de mener ces expériences. Nous avons fini par faire ces expériences en 2024 et nous avons publié un article en avril 2025, je crois, avec certains résultats liés aux effets de la Spike sur l'atténuation de l'activité P53 en utilisant différentes approches, avec des gènes rapporteurs, utilisant des cibles P53 endogènes, dont certaines ont été découvertes au cours des dernières décennies. Nous avons examiné la sensibilité des cellules qui surexpriment la protéine Spike aux agents chimiothérapeutiques tels que le 5-FU ou le cisplatine. Et nous avons même commencé à nous intéresser à l'activation de la réparation de l'ADN dans les cellules. Tout cela n'est que préliminaire, mais c'est ce que nous avons trouvé, alors nous l'avons partagé. Lorsque nous avons rédigé cet article, et en tant qu'oncologue, j'ai tendance à être optimiste, mais réaliste. Donc j'essaie toujours de voir le côté positif. J'essaie de voir le bon côté des choses en posant la question, que pouvons-nous apprendre de cette expérience? Et c'est ainsi que je me suis retrouvée dans une controverse sur cet article publié l'année dernière, en disant, si vous voulez développer un vaccin contre un virus comme le SARS-CoV-2 et vous souhaitez utiliser une protéine telle que Spike, vous chercherez donc à optimiser l'effet antiviral du vaccin. Mais vous chercherez également à limiter les dommages collatéraux et les effets sur le système immunitaire de l'hôte, le système immunitaire inné de l'hôte, les défenses de l'hôte contre le cancer et tout effet sur les gènes suppresseurs de tumeurs. Ce sont des éléments relativement simples que vous pouvez vérifier et à prendre en compte dans la conception du vaccin. C'était donc notre contribution à l'époque. Alors, bien sûr, vous avez beaucoup d'expérience et votre travail a été suivi de manière approfondie et bien reconnu dans la communauté. Mais laissez-moi vous poser une question, car quand on y regarde de plus près, d'un point de vue scientifique, il y a beaucoup d'individus qui, sur les réseaux sociaux ou dans les médias nationaux,
ont regardé l'augmentation des cancers au cours des 10 dernières années. Ce serait intéressant d'avoir votre point de vue sur l'augmentation avant, jusqu'en 2020, juste au moment du Covid et depuis 2020, parce que nous entendons toujours dire, et j'aimerais connaître votre avis sur le sujet, sur la manière dont les vaccins contre le Covid, les technologies ARNM et le cancer pourraient être reliés entre eux. J'aimerais connaître votre point de vue, s'il y a une part de vérité dans tout cela, dans l'augmentation des chiffres. La raison pour laquelle je pose cette question est que nous avons mené une enquête en France sur un échantillon représentatif au niveau national. Et 86% des Français aimeraient que les autorités, les régulateurs, le ministère de la Santé se posent la question et enquêtent sur le lien potentiel. Et certains scientifiques refusent en quelque sorte de se lancer dans cette voie. J'aimerais donc connaître votre point de vue à ce sujet. C'est une réponse ouverte. Je n'ai aucun a priori à ce sujet. Oui, merci. Donc, après la publication de l'année dernière, liant les effets moléculaires de la protéine Spike EP53, que la Spike provienne du virus ou du vaccin, au cours de la dernière partie de l'année 2025, j'ai été invitée à devenir membre du groupe de travail sur la vaccination contre le Covid, qui fait rapport au comité consultatif sur la vaccination, le comité ACIP. Et donc, pendant l'été et l'automne, j'ai vraiment accepté de rejoindre ce comité pour apporter mon expertise en matière de cancer et mon expérience médicale, mon expérience en recherche clinique, les problèmes liés au consentement éclairé du point de vue de mon domaine d'expertise, ainsi que les recherches précédentes que nous avons menées. Ainsi, pendant l'été et l'automne, j'ai commencé à me plonger dans la littérature sur le Covid et le cancer pour étudier ce qui existe et pour découvrir les différents mécanismes qui ont été étudiés. Mais je me suis retrouvée avec ma collègue de l'université Tufts, le Dr Charlotte Kupperwasser, qui a fait des présentations lors de plusieurs réunions, notamment lors d'une réunion de l'ACIP en septembre. Notre présentation a été axée sur certaines choses qui sont inattendues avec les vaccins ARNM contre le Covid. Nous ne discuterions pas, nous ne ferions probablement pas une grande partie de ce qui se passe actuellement si les vaccins n'avaient pas été déployés, menant à des observations inattendues ou des conclusions préoccupantes. Certaines d'entre elles touchent la biodistribution des vaccins ARNM chez l'être humain. Et le docteur Bhattacharya le dit depuis plus d'1 an. Vous ne connaissez pas la dose et vous ne contrôlez pas la biodistribution de ces vaccins ARNM chez l'homme. Et c'est tout à fait exact. Mais si vous écoutez ce que certains disent, vous entendrez dire que l'ARNM était très instable, que cela ne va durer que quelques heures, qu'il sera rapidement éliminé de l'organisme. Mais ce qui a été découvert, c'est que les vaccins ARNM persistent dans le corps humain. Ils ont été retrouvés dans différents tissus. La protéine Spike a également été détectée dans différents tissus. La preuve de la persistance de ce vaccin ARNM a été observée jusqu'à 2 ans ou plus dans diverses parties du corps humain. C'était une découverte inattendue. Je pense qu'au-delà du cancer, il existe une multitude d'autres effets secondaires ou indésirables
qui se sont produits et ont affecté des personnes qui sont assez bien décrits, notamment les caillots sanguins. Des caillots sanguins importants, des caillots sanguins plus petits. La myocardite est bien décrite. Certains cas ont été mortels, bien que rares, mais cela s'est produit. J'ai commencé à découvrir qu'il existe un neurotropisme de spike. La protéine spike du virus ou du vaccin aide le virus à pénétrer dans le système nerveux central. Et il existe des troubles neurologiques, neuro-inflammatoires, neuropsychiatriques. Ces observations ont été décrites. Il y a d'autres choses. Si vous regardez les notices des vaccins à RNM, ils vous diront que nous n'avons pas suffisamment d'informations sur la fertilité, que nous ne disposons d'aucune information concernant la cancérogénicité ou les effets cancérigènes. Ces informations sont actuelles. Il suffit de vous rendre sur le site web de la FDA et de télécharger la notice d'emballage. Nous avons commencé à apprendre d'autres choses que les vaccins à RNM sont capables de faire. Par exemple, la découverte récompensée par le prix Nobel était la modification avec la pseudo-uridine qui stabilise l'ARNM. Quiconque a déjà travaillé avec l'ARNM sait que si on souffle dessus, il se dégrade. Ces ARNM modifiés par une pseudo-uridine sont donc très stables. Mais la modification de la pseudo-uridine prédispose également à un phénomène connu sous le nom de décalage du cadre de lecture ribosomique. Ce que les virus utilisent, car ayant un génome limité, ils parviennent à exprimer davantage de protéines grâce à de nombreux cadres de lecture différents dans leur génome. Il s'avère que la modification de la pseudo-uridine augmente cet effet, qui se traduit réellement par l'expression de certains peptides et protéines étrangers, menant également à des effets inflammatoires. Puis une autre découverte inattendue a été faite, la contamination de l'ADN, ainsi que l'ADN plasmidique. Nous avons appris que ce qui a été divulgué aux agences réglementaires, y compris l'agence européenne, c'est qu'il manquait certaines séquences SV40. Ce sont les travaux de Kevin McKernan et Jessica Rose. Kevin McKernan, David Spiker, Phil Buchholz, Jessica. J'ai oublié son nom de famille pour l'instant. Jessica Rose. Mais donc c'est inattendu. Et les limites ont été fixées par la FDA il y a plusieurs décennies à 10 nanogrammes d'ADN purifié. En fin de compte, ça va, mais cela ne prend pas en compte les nanoparticules lipidiques. Et comme le soulignent mes collègues, plus ces fragments sont petits, inférieurs à 10 nanogrammes, alors ils finissent par représenter des milliards et des milliards de fragments. Et ils ont trouvé que s'ils parvenaient à pénétrer dans le noyau, ils pourraient s'insérer et avoir des effets sur les oncogènes ou les gènes suppresseurs de tumeurs. Le plasmide lui-même et une très grande partie du plasmide ont été séquencés de manière contiguë. Les gens imaginent que les morceaux d'ADN sont contigus et la majeure partie du plasmide a également été séquencée en profondeur. C'est donc préoccupant car c'est inattendu. Et alors que nous entendons parler des différents effets secondaires et de la persistance de Spike, c'était dans ce contexte que s'inscrivait l'étude du cancer.
Il existe aujourd'hui une quantité de mécanismes pouvant contribuer au développement du cancer, y compris toute mutagénèse insertionnelle ou les effets de la spike sur les suppresseurs de tumeurs tels que le P53 ou sur les effets immunitaires. Et l'une des choses que ces vaccins Covid font lorsqu'ils sont administrés à plusieurs reprises, comme les boosters, avec environ 4 injections au total, vous commencez à avoir ce que l'on appelle la commutation immunoglobine avec production d'IgG4 qui est immunosuppressive. Il y a un groupe de patients, je crois qu'il s'agissait de 96 patients, atteints d'un cancer du pancréas. Ceux qui présentaient des taux plus élevés d'IgG4 avaient un taux de survie plus faible par rapport aux autres. Maintenant, avec le cancer, on entend dire qu'il existe un cancer turbo. On entend beaucoup de choses sur ce sujet. Et on peut lire beaucoup de choses sur Internet. Je vais soulever ici quelques points, à savoir, nous nous sommes donc intéressés à ce que la littérature mondiale dit à propos de l'infection Covid, des vaccins contre le Covid et du cancer. C'est ce que nous avons commencé à examiner. Nous avons ainsi trouvé de nombreux rapports de cas et séries de cas, ainsi que certaines études qui traitent de cette question. Aujourd'hui, je suis oncologue et je traite des patients atteints d'un cancer avancé. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet, l'un des premiers cas que j'ai vu était un sarcome dans le bras, très près du site d'injection. La première fois que j'ai vu cette image IRM, j'ai simplement posé la question suivante. Comment cela se produit-il? Au fil des mois, pour ce patient présentant des descriptions de symptômes cliniques en lien avec l'association temporelle, il y a aussi cette association spatiale, la géographie dans le corps. C'était juste là. Pour moi, cela ressemble à une preuve irréfutable. Mais ce n'est pas tout. Lorsque vous examinez les différents types de rapports de cas, des malignités lymphoïdes et hématopoïétiques, il existe un certain nombre de lymphomes qui ont été signalés. Je pense que l'échantillon de ceux qui existent représente environ 40%. Mais je pense que ce chiffre est une indication très préliminaire. Ce qui me surprend, c'est que ce chiffre dépasse les 10 ou 20%. Le fait que le chiffre soit de l'ordre de 40% suggère une certaine augmentation pour ce type de tumeur. Mais ce qui semblait se passer, encore une fois, c'est l'aspect géographique spatial, avec atteinte des ganglions lymphatiques régionaux et un développement de tumeurs au niveau de la tête et du cou. Et certains cancers de la peau se sont également produits, avec aussi certains cancers du sein. De plus, certains cas de tumeurs cérébrales ont également été signalés. En regardant cela, je viens du monde de l'oncologie. Nous menons des essais cliniques et testons des interventions thérapeutiques ou non thérapeutiques et nous suivons les effets indésirables et les signalons. Dans le contexte du consentement éclairé, il n'est pas nécessaire d'établir un lien de causalité. La causalité peut prendre beaucoup de temps. Et franchement, certainement dans le cadre d'essais cliniques, une association temporelle associée à une certaine probabilité qu'il existe une relation soulève des signaux d'alarme. Il suffit d'un seul cas dans un essai clinique, d'un seul décès inattendu, tout le monde est au courant. Et ce cas est intégré à la base de connaissance du consentement éclairé. Cela pourrait mettre fin à un essai clinique, selon la gravité de l'événement, et certainement s'il y a plusieurs événements. Donc à ce niveau, une partie de ce qui se passe dans le monde implique les épidémiologistes et les personnes qui aiment consulter les études portant sur de larges populations. Et bien sûr, c'est important. Mais les rapports de cas le sont tout autant.
Certaines personnes regardent cela et disent que ce sont des preuves de faible niveau. Ce n'est pas le cas pour les malades. Pour les patients, ce ne sont pas des preuves de faible niveau. C'est très très important. Ces événements ont été documentés et doivent être connus. Je pense qu'à ce jour, partout dans le monde, nous n'avons pas de véritable consentement éclairé avec les vaccins Covid ARNM. Ils ne parlent pas de certaines choses, ils parlent de certaines choses, et je pense que la notice mentionnera qu'il existe un risque de décès, c'est du moins ce qu'elle dit, mais beaucoup d'autres choses ne sont pas incluses, et pourraient être incluses. Maintenant, certaines personnes sont assez paternalistes, ou s'inquiètent de la façon dont le public interprète les choses. Et je dirais que le public est en réalité très intelligent et très avisé, et sait ce qui s'est passé. Ceci est important, et peu importe à quel point c'est rare. Si un événement s'est produit, vous pouvez l'inclure dans tout consentement. Et il est normal que les gens parlent des risques et des avantages avec leur médecin. C'est ainsi que fonctionne la médecine. Et certainement ici, aux États-Unis. Notre objectif n'est pas d'empêcher qui que ce soit de recevoir son rappel vaccinal contre le Covid. Si eux-mêmes et leurs médecins décident que c'est dans leur intérêt, ils devraient certainement être autorisés à le faire et ils ne devraient pas avoir à payer pour cela, si cela est dans leur intérêt. Mais d'un autre côté, certaines choses ont été observées. Il existe des lacunes dans nos connaissances et nous devons en apprendre davantage. Pour moi, en ce qui concerne le risque de cancer et certaines des conversations que j'ai eues en ligne avec les statisticiens et la population de chercheurs, eh bien, on me dit qu'il n'y avait pas de signal évident et que des milliards de doses ont été administrées. Eh bien, je dirais que des milliards de doses ont été administrées, mais pas avec 5, 6, 7 injections, y compris les rappels, dans les populations qui ont été étudiées attentivement. La plupart des études qui ont examiné les résultats ne sont pas allées au-delà de 42 jours. Il est certain qu'aux États-Unis, nous ne disposons pas de données fiables à long terme avec un suivi qui traite du cancer. Mais il y a quelque chose de très important, qui est en fait ce que je crois finalement. C'est qu'il existe toute une gamme de susceptibilités. La population présente une grande hétérogénéité. Nous sommes tous différents les uns les autres, et le risque de cancer est différent. Je pense que certaines personnes sont plus sensibles que d'autres. Je pense que c'est là que la science peut aider. Le risque de subir un effet indésirable dépend de l'hôte. C'est là que la science peut aider. Nous savons que le cancer est héréditaire. Nous savons que les taux de cancer sont plus élevés dans certaines régions en raison de l'exposition environnementale ou certains autres facteurs. Nous pouvons être plus précis au sujet du risque. Encore une fois, le consentement éclairé pourrait dire quelque chose aussi simple que des cancers ont été signalés. Ils sont rares, mais nous ne pouvons pas exclure que certaines personnes y soient plus sensibles. Je ne pense pas que cela soit exagéré ou que cela induise quiconque en erreur. Vous souhaitez que les gens soient plus précis dans la manière dont nous rendons compte des risques et des avantages aussi, je suppose. Si je lisais réellement l'ouvrage et la publication que vous venez de réaliser tout récemment, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, en raison de votre approche de scientifique, oncologue et praticien, vous avez posé des questions. D'après ce que j'ai entendu, vous n'avez pas toutes les réponses. Et en substance, vous continuerez à chercher. Mais comme vous posiez ces questions, vous avez été attaqué, vous avez été censuré à cause de vos interrogations. Si vous êtes un vrai scientifique, vous savez que vous aurez plus de questions que vous n'aurez de réponses, probablement au cours de votre vie. J'ai suivi votre travail. Je suis les réseaux sociaux. J'ai observé la façon dont vous avez été traité.
Si vous pouviez simplement expliquer à notre public ce que vous avez ressenti alors que vous avez eu une approche scientifique du problème, une approche qui paraît normale et non excessive. Vous ne cherchez pas à vendre votre produit, vous insistez vraiment pour faire une analyse des risques. Et donc, si vous pouviez expliquer comment cela s'est produit et ce que vous en avez ressenti. Oui, merci d'avoir soulevé ce point. L'attaque a donc commencé il y a environ 1 an et demi. Notre article sur P53 et Spike était, je pense, vers avril et en juin-juillet 2025. Pardon, 2024. Les attaques ont vraiment commencé à s'intensifier avec beaucoup d'inquiétudes exprimées publiquement par des personnes anonymes qui sont préoccupées par la possibilité de fraude et de faute professionnelle. Ils remontent parfois 30 ans en arrière sur des travaux de mon laboratoire depuis le milieu des années 90. Ils traquent les irrégularités dans les contrôles de chargement des gels. Et sur certains aspects, il y a 20 ans, il n'y avait aucune règle concernant le raccordement, comme pour assembler des bandes sur les gels. Nous avons désormais les règles, mais celles-ci ont changé. Ces individus n'accordent aucune attention à l'importance de leurs préoccupations. En fait, l'une de leurs préoccupations concernait une erreur typographique dans un tableau supplémentaire d'une de nos publications Covid qui associait la modification des cytokines et le syndrome d'activation des macrophages avec le Covid grave. Et l'article disait incubation alors qu'il voulait dire l'intubation comme mesure de gravité. Et si vous lisez le journal, personne n'a le moindre doute à ce sujet. Il s'agit d'une erreur typographique, mais ils en rajoutent un. Toutes leurs préoccupations ne sont pas réelles. Ce sont quelques exemples de leurs commentaires. Au début, ils ont attaqué 50 ou 60 publications, puis ils ont atteint 80, qu'ils bossaient 24 heures sur 24. Ils ont également attaqué le journal OncoTarget avant la publication de l'article, qui a été publié en décembre et en janvier, ce qui a conduit à une certaine censure. Mais je dirais que c'est la nature publique des préoccupations qui déclenche alors des enquêtes. Ils écrivent donc également au gouvernement, ils écrivent aux employeurs, ils écrivent à des revues, et tous ceux qui reçoivent ces préoccupations prennent peur et font marche arrière. Alors ils commencent une enquête et demandent des choses. Je peux vous dire qu'en 1 an et demi, rien n'a été trouvé en matière de fraude ou de faute professionnelle. Il n'y a jamais eu de fraude ou de faute professionnelle dans mon laboratoire en 30 ans. Y a-t-il eu des erreurs ? Oui, il y a eu quelques erreurs. Nous allons nous occuper de les corriger, et nous avons corrigé certains éléments. Des erreurs très mineures sans conséquence. Avec toutes ces citations et cette connaissance de notre travail dans notre domaine, nous ne voyons pas de personnes dire ou publier des articles disant « Non, vous avez tort, vous vous êtes trompé » ou peu importe. Nous parlons ici de documents qui sont restés là pendant des décennies. Et cela a donc été difficile en soi. Et puis il y a les attaques en ligne avec des commentaires diffamatoires. J'ai publié quelques exemples récents des mots qui ont été utilisés, qui, au minimum, dans une société civilisée, toute personne normalement constituée dirait que c'est non professionnel et tout simplement inapproprié et que cela cherche à dégrader, insulter et diffamer les individus. Alors pourquoi pensez-vous que vous êtes la cible d'une telle attaque ? Est-ce à cause de la façon dont vous faites votre travail ? Est-ce parce que vous perturbez un secteur d'activité ? Ou est-ce parce que vous êtes une personne très reconnue et très connue ? Non, je ne pense pas que ce soit ça.
Je pense, et je ne suis pas quelqu'un qui fait des recherches sur les vaccins, je pense que les articles que nous avons rédigés sont très équilibrés dans leur présentation et dans leur discussion. Nous avons partagé les informations dont nous disposons et nous utilisons ce que nous savons pour envisager l'avenir. Où cela va-t-il? Mais clairement, ce que nous avons découvert et rapporté va à l'encontre d'un certain discours. Et il existe un intérêt à supprimer d'autres points de vue, d'autres narratifs qui vont à l'encontre de ce qui est dogmatique actuellement concernant la sécurité et l'efficacité de ces vaccins. Les grandes entreprises pharmaceutiques sont impliquées, car cela touche les profits des grandes entreprises pharmaceutiques. Les affinités politiques, les financements et les motivations de sites comme PubPeer et Retraction Watch ont été remises en question. Je pense qu'une partie du récit qui a gagné en momentum depuis novembre est liée à cet article récemment publié dans Nature, qui disait essentiellement « Les vaccins ARNM sont en réalité une bonne chose. Si vous les prenez et que vous suivez ensuite une immunothérapie, vous serez mieux et vivrez plus longtemps. » Nous avons vu beaucoup d'articles dans Nature et franchement, j'aurais aimé voir un traitement un peu plus critique des données et des conséquences un peu plus rigoureuses. Ils ont écrit cela comme si c'était la meilleure chose depuis le pain tranché. Cet article ressemble davantage à un document marketing qu'à un article scientifique. Oui, et je vais vous dire, j'ai lu l'article, et dans l'article, ils disent qu'au début, ils ont tout d'abord traité les patients avec mélanome et cancer du poumon non à petites cellules. Ce sont les tumeurs qui répondent le mieux à l'immunothérapie anticancéreuse, outre la réparation efficace des mésappariements, comme celle que nous avons dans le syndrome de Lynch, par exemple. C'était donc le point de départ. Une question importante se pose immédiatement. En quoi cela aidera-t-il les tumeurs froides qui ne répondent pas à l'immunothérapie? Mais si vous regardez les données dans l'article et regardez l'effet principal des vaccins ARNM, ils déclenchent une réponse immunitaire innée qui provoque en réalité une expression accrue du PDL1 dans les tumeurs. Donc, de manière isolée, les vaccins ARNM augmentent le PDL1 tumoral. L'augmentation du PDL1 tumoral est un mécanisme d'évasion immunitaire qui favorise la croissance tumorale. Et c'est exactement cela. Maintenant, on va faire valoir que cela augmente la sensibilité à l'immunothérapie. Et alors, où est le problème? Parfois, ces conversations en ligne vous aident à réfléchir à certaines choses. L'une des choses qu'on m'a dites, et que je crois, c'est que les radiations et le cisplatine a augmenté le PDL1. Mais la différence est que ces agents, les rayonnements et le cisplatine, ont des effets antitumoraux. Et ils ont été utilisés pour traiter le cancer bien avant que nous connaissions l'existence du PDL1, ou que le PDL1 soit augmenté. Et quand cela a été reconnu, bien sûr, cela a été combiné. Mais ce sont des agents antitumoraux. Les vaccins ARNM ne sont pas en eux-mêmes des agents antitumoraux. Ils augmentent le PDL1. Ils utilisent l'interféron dans le cadre de ce mécanisme. Franchement, l'interféron est déjà approuvé dans le traitement du mélanome. Quoi qu'il en soit, j'ai quelques problèmes avec cette approche générale pour atteindre de meilleurs résultats chez les patients. Je crois comprendre qu'il y a une étude prospective de suivi de 800 patients qui est prévue et qui sera axée sur le cancer du poumon non à petites cellules. Personnellement, si vous me demandez mon avis, je dirais oui, c'est bien de faire de la recherche clinique. Espérons que le consentement éclairé soit exact et à jour quant à ce que nous savons
et que l'étude soit approuvée par un comité d'éthique qui dispose des informations disponibles sur les effets des vaccins ARNM contre le Covid-19, sur le PDL1 tumoral, ainsi que tous les différents effets indésirables qui ont été signalés. Je pense que dans ce contexte, cela correspond à la manière dont nous menons habituellement nos recherches cliniques. Et c'est ce qui doit se passer dans ce cas. Il y a un point important à retenir. Il est en relation avec le risque dans la population. Je pense qu'il existe un risque variable d'effets indésirables dans la population. Cela commence déjà à apparaître dans les conséquences médicales des vaccins à ARNM. Mais je pense qu'en ce qui concerne le cancer, nous avons un manque de connaissances. Là où nous n'avons pas de lacunes ou peu de lacunes dans la connaissance est l'idée même d'un effet sur une tumeur préexistante. Le phénomène d'hyperprogression est donc signalé depuis plusieurs années avec l'immunothérapie contre le cancer. Certaines tumeurs semblent croître plus rapidement après que les patients reçoivent des amplifications de gènes anticancéreux tels que le MDM2 et MDM4 qui nous intéressent en raison de leur implication dans la voie P53, mais aussi avec l'EGFR qui a été impliqué dans cette hyperprogression. Donc dans le monde de l'oncologie, ce n'est pas une idée si étrange qu'un cancer pourrait se développer plus rapidement. En fait, l'article publié dans Nature montre que les vaccins ARNM augmentent le PDL1 tumoral, ce qui en soi n'est pas quelque chose qui va limiter la croissance et peut favoriser la croissance du cancer. Professeur, si nous revenons un instant sur la censure et les attaques dont vous avez été victime. En France, en ce moment même, nous sommes en train de procéder à une revue par le ministre de la Santé sur la désinformation, etc. Selon vous, quelles mesures devraient prendre les institutions, les revues scientifiques et les gouvernements pour protéger les gens comme vous, pour protéger votre liberté académique, pour garantir un débat ouvert? Je peux aussi faire référence à la mission que Jay Bhattacharya s'est donnée de remettre en place les standards de référence dans le domaine scientifique. Il s'agit d'un décret présidentiel du président Trump. Merci de poser cette question. Je pense que des personnes comme moi et beaucoup d'autres qui ont été ciblées, y compris par des enquêtes et des rétractations, ont besoin de protection contre les attaques de PubPeer et Retraction Watch. Je pense qu'il faut établir des lignes directrices. Il faut qu'il y ait une discussion au sein même de la profession, qui doit inclure plus de personnes que les éditeurs et les personnes qui vont se concentrer uniquement sur l'intégrité scientifique. Je pense que parmi les parties prenantes importantes figure le monde universitaire qui est touché par ces activités. Il est donc nécessaire d'avoir une discussion et d'établir des lignes directrices. Maintenant, en ce qui concerne les attaques, j'ai décidé il y a 1 an et demi que je n'allais pas immédiatement engager un avocat, car tout cela me dépassait. Et en fait, quand j'ai commencé à être attaqué, j'ai appelé le directeur du bureau de l'intégrité et de la recherche du NIH pour lui expliquer ce qui se passait. J'ai appris qu'environ 1200 scientifiques du NIH avaient été attaqués, et certains ont saisi la justice. Et les droits garantis par le premier amendement ont été confirmés. Mais je pense que cela ne justifie absolument pas la diffamation et de ruiner publiquement la réputation des gens. L'autre chose que j'ai apprise lorsque j'ai appelé le NIH, c'est que le NIH n'avait pas défini publiquement de ligne directrice en matière d'examen ou de réexamen des subventions. Les personnes qui siègent dans la section recherche et qui examinent les subventions
peuvent toujours faire une recherche Google sur la personne et consulter PubPeer ou Retraction Watch. Comment cela est-il géré? Car il est assez facile d'être assez rapidement désavantagé en matière de financement scientifique, alors que les moyens sont petits et l'environnement très concurrentiel. De même, en ce qui concerne la publication d'articles et les revues de premier plan, la réputation est importante. Pour moi, ma réputation est plus importante que n'importe quel article que je pourrais publier. C'est plus important. Et cela ne vaut pas la peine de compromettre cela pour quelque raison que ce soit. Je pense donc que le gouvernement doit prêter attention à cette question. Et quand je dis que je ne pensais pas que j'irais engager un avocat, je pense en fait que la solution à ce problème impliquerait le FBI, le département de la sécurité intérieure, éventuellement la CIA, potentiellement la CEC, le HHS, le NIH. Il y a beaucoup d'éléments en jeu. Et vous pourriez dire, mais vous êtes fou, quoi dites-vous cela? Certaines de ces personnes vivent dans d'autres pays, notamment en Allemagne. C'est bien documenté. Et il y a beaucoup d'aspects à cela, entre ce qui se passe sur les réseaux sociaux par rapport à ce qui se passe dans le monde de l'édition et dans le milieu universitaire. Ce n'est pas quelque chose qui peut être résolu par une seule personne. Je pense qu'une réforme comprenant l'élaboration de lignes directrices définies en partant du sein de la profession est très importante. Mais je ne vois pas que cela se soit produit. Cela ne semble pas être le cas. En plus de cela, ce que nous constatons en France, c'est que nous voyons ces personnes qui ont pris pour cible des gens comme vous demander aux responsables gouvernementaux de mettre en place des mécanismes pour les protéger eux-mêmes. Si je prends par exemple la mafia PubPeer, ils cherchent à se protéger afin de pouvoir continuer à mener à bien leurs actes malveillants, que l'on ne peut pas appeler une activité illégale. Laissons cela aux avocats et aux autorités judiciaires. Honnêtement, compte tenu de ce que j'ai vécu, j'ai utilisé le terme activité criminelle, publiquement, directement en ligne, parce que c'est ce que l'on ressent. Oui, et donc il semble évident que ce que vous demandez est beaucoup plus large. Des enquêtes qui impliqueraient les différents services de divers pays et de coopération. Car ce que vous voyez en France, ce que nous observons aux États-Unis, nous avons connu exactement la même chose en Europe, avec le professeur Raoult en France, par exemple, qui a été ciblé et harcelé également. Mais merci beaucoup de nous avoir fait part de cet élément. J'ai probablement une dernière question à vous poser, car je sais que le temps presse. Récemment, vous avez publié sur les réseaux sociaux une opinion concernant la révision des autorisations sur les vaccins Covid ARNM. Pourriez-vous nous faire part de vos observations? Car beaucoup de personnes s'attendaient à ce que RFK Jr., secrétaire d'État à la santé, ou Jay Bhattacharya, retire immédiatement cette plateforme ARNM, mais cela paraît beaucoup plus compliqué que ça. J'ai lu votre proposition et j'aimerais beaucoup que vous puissiez l'expliquer, si elle a un certain potentiel et si elle va être suivie selon vous. Oui, je l'ai dit et j'ai précisé qu'il s'agissait d'une opinion personnelle, qu'il existe probablement un moyen d'obtenir la révocation de l'autorisation du vaccin ARNM contre le Covid par la FDA américaine pour une bonne raison, sur la base de nouvelles preuves d'effets inattendus de contaminants provenant d'un processus de fabrication modifié. Et je pense que vous connaissez le processus 1, le processus 2 avec l'ADN et le plasmide. La contamination est liée au deuxième processus qui a été lancé sur le marché, qui est différent de celui qui leur a permis d'obtenir l'autorisation. C'est exact, et c'est le produit original qui a été utilisé dans les essais cliniques. Également la biodistribution inattendue et d'autres caractéristiques biologiques chez les humains qui ont été observées. Je pense qu'il est essentiel de prendre en considération les informations sur les effets répétés des boosters
et les effets indésirables, notamment à long terme, parmi différents groupes d'âge, ou dans des situations telles que la grossesse précoce, des effets neuropsychiatriques chez les jeunes, la coagulation, la fertilité, une infection antérieure Covid, entre autres, pour définir les orientations et toute continuation des autorisations pour ces produits. J'ai dit que la FDA pourrait avertir les différents fabricants de la révocation de l'autorisation à une date précise dans un avenir proche, si des preuves satisfaisantes de qualité dans le processus de fabrication et de sécurité ne sont pas fournies immédiatement ou ne l'ont pas déjà été fournies à la FDA. Je pense que toutes les preuves fournies devraient être soumises à un examen rigoureux étant donné les problèmes soulevés, y compris les préoccupations techniques sur les tests utilisés pour examiner les quantités d'ADN et à des éléments tels que ARN, hybride d'ADN et la sensibilité de l'ADN, et comment cela pourrait avoir un impact sur les résultats et sous-estimer le niveau de contamination de l'ADN. Je pense qu'il devrait y avoir des mesures financières et d'autres sanctions à l'encontre des responsables. Je pense que les fabricants tomberaient dans cette catégorie, tout comme les personnes au sein de la FDA ou du CDC, qui pourraient avoir été impliquées, devraient apporter des preuves appropriées pour que l'on estime ce qu'ils savaient en raison des lacunes ou des inexactitudes dans la communication des problèmes qui ont fait surface, y compris bon nombre des choses qui ont été annoncées lentement à travers le groupe de travail. Désolé, probablement un problème technique. Oui, je pense que nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Mais la dernière chose que je disais, c'était les individus dans la société jouissent d'une autonomie et ont la possibilité de dire « Non, je ne veux pas que quelque chose soit mis dans mon corps sur la base d'un consentement éclairé ». Et pour mettre les choses en perspective, rappelez-vous que nous ne sommes plus au milieu d'une pandémie dévastatrice, mais 5 ans plus tard. Il est temps que nous obtenions des réponses. Il est temps d'affiner les risques dans différentes situations. C'est vraiment important. Car je pense que les éléments du narratif sur la sécurité et l'efficacité, qu'il y a des milliards de vaccinés, n'est pas spécifique à une situation en particulier ou des catégories de risques. Je pense que tout cela doit s'inscrire dans le cadre du consentement éclairé. C'est ce que les médecins et les patients font depuis très longtemps. Les médecins prêtent le serment d'Hippocrate et ont à cœur les intérêts de leurs patients. S'ils décident qu'un vaccin est utile, ils ne devraient pas en être privés. Mais il faut aussi aborder l'autre aspect. Je pense que tout cela doit être fait avec respect mutuel et avec rigueur scientifique, avec le débat scientifique nécessaire au progrès. L'un des effets néfastes et toutes les autres choses dont nous avons parlé est-ce que cela entrave la créativité et le processus scientifique? Ce n'est pas ainsi que la science devrait fonctionner. Nous devons laisser la science faire son travail avec la liberté de penser, le libre-échange d'idées. La vérité doit être révélée. Cela s'immisce également dans la confiance, la vérité et la confiance. C'est vrai, mais c'est aussi injuste. Je pense qu'il faut que justice soit faite, pour revenir à votre question précédente. Et professeur Elderi, peut-être pourrions-nous passer à la réaction
que vous avez reçues de la part de votre proposition ou opinion? Avez-vous parlé avec les régulateurs? Y a-t-il eu des gens qui vous ont appelé pour vous dire: «Professeur, vous avez raison»? Je vais vous dire, je ne me souviens pas avoir mentionné cela, mais j'ai entendu dire par un représentant du gouvernement japonais, j'ai oublié son nom. Oui, il vous a remercié pour votre travail. Oui, lui-même a eu un lymphome diffus à grande cellule B il y a 3 ans, qui a métastasé vers ses amygdales. Une biopsie a été effectuée, on y a trouvé de la spike, mais pas de protéines nucléocapsides. Donc cela provient du vaccin. Et les tumeurs ne devraient pas contenir de protéines spike. Je pense que nous avons effectivement des lacunes importantes dans l'analyse tissulaire et l'analyse des autopsies pour comprendre un peu ce qui s'est passé et nous avons besoin de plus d'informations à ce sujet. Mais vous n'avez rien entendu de la part de la FDA ou du CDC? Je ne peux pas trop en dire car je fais partie de ce groupe consultatif qui poursuit ses travaux, mais bien sûr, tout le monde a vu notre article. Tout le monde est au courant de tout ce dont nous avons parlé. Je m'attends à ce que d'autres choses se produisent en conséquence de ceci et de l'autre travail en cours. Merci beaucoup, je dois y aller, hein. Merci beaucoup, professeur Elderi, pour le temps que vous nous avez consacré et pour cette très longue interview, hein. Passez une très bonne journée. D'accord, prévenez-moi quand ça sortira. Oui, merci.